suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. À 25 km de Lisbonne, le jardin de Quinta de la Regaleira est créé au début du XXe siècle. La ville de Sintra accueille à cette époque les élites de la capitale qui en font leur lieu de villégiature, appréciant sa fraîcheur en été. Carvalho de Monteiro, propriétaire du terrain, et Luigi Manini, architecte et scénographe italien, vont faire de ce jardin une étonnante invitation au songe et à l'imaginaire. Les 4 hectares de Quinta de la Regaleira sont inscrits au patrimoine culturel de l'humanité. Gerald Lecurst est architecte paysagiste. Anglais, il est installé au Portugal depuis 30 ans et a travaillé à la restauration de ce jardin. Gérald, c'est difficile de comprendre la composition de ce jardin. On a l'impression que les espaces sont disposés de manière aléatoire. Tout ça est accentué par des chemins irréguliers. Comment il fonctionne ce jardin? Ce jardin prend tout son sens lorsqu'on s'y promène. En marchant, notre regard est sans cesse sollicité. Là, nous avons une grotte. Et quand nous passons ici, la façade de la chapelle. Un peu plus loin, au moment où nous tournons à l'angle, on aperçoit ce portail. Un portail d'un style architectural portugais initié par le roi Manuel Ier, qui mène à une grotte souterraine. Et en nous tournant de nouveau, on voit un très vieux banc. Et là, de ce côté, au loin, on a le palais. À chaque pas, il y a quelque chose qui nous surprend. Alors ce qui est remarquable, c'est que le concepteur de ce jardin, Luigi Manini, n'est pas paysagiste. Luigi Manini a commencé sa carrière aux Beaux-Arts de Brera. Puis, il a continué à l'Opéra de la Scala de Milan comme scénographe. Et c'est ça qui l'a amené à Lisbonne. Mais il a montré aussi assez tôt dans sa carrière un intérêt pour l'architecture. Au début, il a réalisé de fantastiques esquisses pour des bâtiments fabuleux. Et ce projet de la Regaleira, le dernier de sa vie professionnelle, a été sa seule opportunité d'appliquer à grande échelle ses idées sur le paysage. Alors, on regarde vraiment son travail comme un système de collage. C'est-à-dire qu'on a des idées par-ci, par-là, qui sont reliées par les cheminements, finalement. Tu observes cela dans son architecture. Il trouvait l'inspiration n'importe où. Cela pouvait être dans les opéras ou dans son journal du dimanche. Son inspiration pouvait venir aussi de ses voyages. Et quand il créait, il piochait dans ce qui lui paraissait le plus approprié. Cette densité d'influences et d'idées rend le jardin fascinant. Les travaux engagés par Monteiro et Manini vont durer une dizaine d'années. Quelques espèces exotiques, appréciées de Monteiro, ont été plantées, notamment des bromélias. Par la suite, le domaine a changé régulièrement de propriétaire. Dans les années 1950, les plantes exotiques sont remplacées par des espèces locales, encore majoritaires aujourd'hui. À la fin des années 1990, la ville de Sintra achète le domaine. Elle confie à Gerald Lecurst la restitution des ambiances végétales voulues initialement par Monteiro, comme ici, dans l'allée des dieux. Il y a 10 ans, le jardin avait été nettoyé et replanté avec des taupières, mais ça ne s'intégrait pas très bien. Donc, on m'a demandé de reproduire un jardin comme au XIXe siècle.
C'est un style qu'on trouve dans de nombreux jardins sur lesquels j'ai travaillé à Sintra. Il y avait quand même quelques arbres. Le camélia, il était là, par exemple. Oui, ce camélia date des années 50. Et si nous regardons en haut, derrière nous, tu peux voir l'araucaria qui a plus de 100 ans. Mais tout le long ici, il y avait une petite haie de buis. Et derrière, c'était vide, avec seulement quelques boules de myrte. Et quel était le programme alors? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Le programme, c'était une photographie. Juste une photo. Juste une photo, prise dans le coin là-bas, près du lion, de l'époque de Carvalho Monteiro. Elle montrait une grande urne plantée de bromélias que nous avons reproduit très exactement. Et derrière les bromélias, il y avait quelques fougères arborescentes. C'était juste une piste, rien que l'on pouvait complètement restituer. La photo d'inspiration, l'image de référence. C'est ça. Là, il s'agit d'un mélange, ou d'un collage si tu préfères, de plantes dont j'ai l'habitude. C'est facile à mettre en place. Et tu vois, les plantes poussent très bien à Sintra. Le jardin se gère lui-même. Il demande peu d'entretien. Et au fur et à mesure des années, le jardin a pris du cachet. Et on a l'impression que tout le monde est là depuis très longtemps, en fait. Non, ça a 10 ans. Ce sont des fougères arborescentes fantastiques. Des cyathea. Les gens sont plus familiers avec l'espèce de la Dicksonia qui pousse plus lentement. Celle-là, elle est plus rare. Oui, et elle convient très bien à cet endroit. Le jardin se compose d'une série de décors de théâtre extrêmement ornementés, installés dans la pente et reliés entre eux par un réseau de cheminements sinueux. On retrouve parmi ces décors la chapelle, les serres, le palais et des tourelles aux allures médiévales ou gothiques. Des sources, des grottes, des lacs et des puits sont intégrés au jardin. Il est entouré par un mur d'enceinte dont les portes d'accès sont richement décorées. On découvre le jardin autant en surface que dans son sous-sol. Monteiro l'aurait conçu sur le modèle des parcours initiatiques du Moyen Âge. D'autres y voient plutôt son goût pour le mélange des époques, l'Antiquité, le Moyen Âge et la Renaissance. Ils évoquent également l'influence de la franc-maçonnerie et de l'alchimie que Monteiro aimait expérimenter dans son palais. Rien n'est laissé au hasard, de scénette en scénette, la composition fantasmagorique du jardin est faite pour fasciner autant qu'inquiéter, déclencher l'émerveillement, la peur ou les interrogations. Architecte et directeur de la fondation Culture Sintra, João Cruz Alves gère le jardin pour la ville. Et alors Jean, on retrouve aussi des sommes d'influence assez spectaculaires dans le jardin, à la fois les rites païens avec les dieux antiques, on retrouve la religion catholique avec la chapelle qui est ici, mais aussi des éléments néo-gothiques, notamment dans la statuaire. Donc là, on a un peu l'impression d'être à l'époque médiévale. Et puis, cette influence néo-manuéline, qui, elle, est une influence tout à fait particulière au Portugal, où on retrouve là des éléments plutôt liés aux histoires des grandes explorations, les bateaux, les vagues, les dauphins, les monstres marins. Ça, c'est fascinant ici de retrouver tout ça, tout au même endroit. Je crois justement que la Quinta da Regaleira est un jardin unique, où tous les arts se mélangent, mais où la nature elle-même reste présente. Je dirais que la Quinta da Regaleira est un compromis entre l'opéra et le cinéma, parce que les spectateurs ne sont pas assis, mais en mouvement. Ils se déplacent entre les scènes qui sont en 3 dimensions, et non pas en 2.
Le jardin est un espace mythique qui se traverse comme si vous faisiez un voyage. Un voyage à la découverte de soi-même, en même temps qu'un voyage dans la nature, dans le cosmos. Il nous emmène à travers le monde matérialisé par la biodiversité botanique et biologique, mais aussi par les multiples références architecturales. Monteiro et Manini travaillent sur le concept de dualité. Homme-dieu, terre-eau, obscurité-lumière, terre et ciel. Le philosophe Jean-Louis Souralot connaît toutes les énigmes du jardin. Celle du puits, dit initiatique, est l'une des plus mystérieuses. Jean-Louis, qu'est-ce que Monteiro a voulu nous raconter avec ce gigantesque ouvrage vertigineux? Alors, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a là la représentation d'un parcours initiatique tel qu'on les voit dans l'ensemble des jardins depuis au moins la Renaissance italienne, mais ici composé d'une façon beaucoup plus impressionnante, qui trouve justement son point fort ici dans cette construction qui a 27 mètres de hauteur, ou de profondeur selon le point de vue où on se place. Une sorte de descente aux enfers, comme dans la Divine Comédie, ou de montée au ciel si l'on arrive par en bas, et on monte pour arriver jusqu'au couronnement où l'on sera récompensé par une vue sur le paysage magnifique. Et là, le parcours initiatique sera évidemment présent. Alors, il y a quelque chose d'étrange, c'est que le sentiment de peur, il est rare dans un jardin. Là, moi, j'ai le vertige. Je suis pas sûr d'avoir très envie d'aller tout en bas. C'est pas commun. Ce n'est peut-être pas commun dans d'autres jardins, mais c'est tout à fait cohérent avec la notion de parcours initiatique. Parce que justement, tout parcours initiatique débute au moment d'une angoisse, ou d'une remise en question, ou d'une peur, ou de quelque chose qui déclenche dans la conscience de chacun de nous le sentiment d'orphelinité ou d'incomplétude. Et ce sentiment, il est justement la cause d'une démarche. À un moment donné, il va falloir vaincre nos peurs, franchir un seuil qui pourra être représenté par une porte ou par une statue d'un monstre ou quelque chose qui puisse représenter dans le paysage cette notion de seuil. Et une fois qu'on en a franchi, eh bien, on sera, surtout ici, confronté aux ténèbres. Ce n'est que la représentation des ténèbres intérieures, d'une méconnaissance qu'on a du soi réel. Et après, eh bien, il n'y aura pas de retour en arrière. Il va falloir cheminer jusqu'à trouver une sortie vers la lumière. « 139 marches ont été taillées dans un massif de granit, avec 9 niveaux qui rappellent les 9 cercles de l'enfer, les 9 sections du purgatoire et les 9 ciels du paradis. Le puits initiatique est relié à 250 mètres de souterrain, comme une continuité du jardin sous la terre. Ce labyrinthe représente autant la quête intérieure que les chemins de la vie qui nous placent devant des choix. Le mauvais peut nous égarer, le bon permet de s'en sortir. Là, Jean-Louis, alors bien entendu, on arrive vers la lumière, mais pas seulement, ça va un petit peu plus loin ici.
On arrive effectivement vers la lumière et on est en train de traverser les eaux. Et la traversée des eaux, c'est une métaphore alchimique, c'est-à-dire l'art de transformation de soi-même. L'art de travailler notre chaos, c'est-à-dire nos peurs, nos angoisses, et de remettre de l'ordre dans tout cela à travers de successives dissolutions et coagulations, pour parler comme les alchimistes, des solves et des coagulats. Et là, nous en sommes au dernier des coagulats. Là, on est en train de se transformer. On a fait un travail introspectif, on a eu peur, on a eu un sentiment de vertige, il y a eu des grands moments de silence dans les tunnels. La force du jardin a fait son travail et nous a transformés. Bien, une fois qu'on aura traversé les eaux, on aura effectivement quitté le plan humain pour accéder à un plus qu'humain, de façon à être comme les dieux, et de façon donc à arriver à l'aboutissement du parcours initiatique. Là où on réalise que finalement, rien ne nous sépare de l'univers, que l'univers et nous-mêmes ne font qu'un. Les bromélias, ces fleurs tropicales très décoratives et la scène de la cascade rappellent l'atmosphère du Brésil, le pays natal de Monteiro. Pour les adapter au climat de Sintra, il avait fait construire par Manini des serres chaudes, seul ouvrage du jardin exposé au sud. Virginia est jardinière à la Quinta de la Regaleira. Alors là, vous avez une collection de bromélias qui est magnifique. C'est des plantes d'Amérique du Sud, c'est ça? Oui, et certaines viennent d'Asie aussi. Elles ont été achetées. Maintenant, on les reproduit. Ici, dans la serre tempérée, ce ne sont que des boutures de bromélias. Généralement, elles sont appréciées pour leur feuillage et pour leurs fleurs qui sont magnifiques. Là, d'ailleurs, il y en a une très très belle ici. Des fleurs très délicates. Celle-ci aussi fleurit, alors. Oui, oui, il y a une fleur à l'intérieur. On ne sait plus très bien, en fait, avec les bromélias, quand est-ce qu'on est face à une fleur et quand on est face à des feuilles. Là, la fleur, elle est là, elle est blanche. Et puis ça, c'est probablement du feuillage. Pour la reproduction, si on prend l'exemple de cette plante, on va couper là, quand il y aura des petites racines. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Et tu la remets en terre et puis c'est reparti, alors. Donc ça, c'est plein de petits bébés, en fait. Celui-ci et celui-là sont des bébés de ce bromélia. À côté des mousses, des fougères et des agapanthes, la bromélia occupe ici une place privilégiée. Virginia en a même planté sur les arbres, comme sur ce châtaignier. Alors là, on a un massif sous les châtaigniers de bromélia. Des bromélias, oui. C'est toi qui les as plantés? Oui, avec mes collègues. Certains d'entre eux ont été transférés ici, de la serre chaude. Et certains d'entre eux, là-bas, sont des boutures des bromélias de la serre. Il y en a qui sont aux fleurs, là-bas aussi. Oui, ils ont été plantés directement là, sans passer par la serre. Ils se plaisent bien ici. Et là, nous avons aussi planté ces fougères arborescentes, avec d'autres espèces plus petites. On voit bien comment fonctionnent les crosses, là, hein, qui ont l'air un petit peu organiques, on dirait des petits animaux. Alors là, on est devant presque toutes les plantes emblématiques du jardin. La petite scène parfaite de Quinta de Regaleira. On a la rocaille, les petites mousses, les petites fougères, les bromélias
les bergénias et puis toutes les fougères. C'est vraiment typique. Je pense que si on devait qualifier ce jardin, ce serait avec cette série de plantes. Sim, Oui, c'est ça. sim mesmo. « 42 bassins servaient de point d'eau pour l'arrosage à l'époque de Monteiro. Aujourd'hui, l'ensemble de la biodiversité de la Quinta de la Regaleira est étudié attentivement, comme les amphibiens ou les insectes. Gabriel Mendes est entomologiste et spéléologue amateur. Gabriel, on voit bien que le jardin, il file dans la grotte, il ne s'arrête pas à l'entrée de la grotte. Oui. Nous pouvons voir la continuité du jardin au fur et à mesure que nous entrons dans le souterrain. Nous pouvons même percevoir comment se forme la colonisation de la roche vierge, marquée par la fixation des lichens. Les mousses vont se fixer ensuite sur les lichens et vont retenir les sédiments. C'est alors que nous commençons à avoir une végétation en surface plus importante. Mais à mesure que nous entrons dans la cavité rocheuse, on perd progressivement de la lumière. Et cette roche va devenir de plus en plus stérile. Nous pouvons encore observer quelques formes de vie entre l'extérieur et l'intérieur de la grotte. Ici, c'est la toile d'une araignée. Ce type de toile est caractéristique des espèces d'araignées qui vivent seulement à l'entrée des grottes. Plus nous entrons, plus la roche devient donc stérile. Et il y a aussi quelques racines à l'entrée de la grotte. Je crois d'un rhododendron qui est juste au-dessus. Oui. Cette roche est une pierre calcaire. Même si la montagne de Sintra est granitique, on a apporté artificiellement du calcaire pour décorer et faire croire à une grotte. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a déjà des stalactites sur les parois du haut, comme si nous étions dans une vraie grotte. En à peine 100 ans, on peut observer ici ces phénomènes naturels. Un processus qui se produit plus ou moins rapidement, suivant le rythme et la force des pluies. En fait, c'est vraiment le paysage artificiel qui refabrique du paysage naturel. Tout à fait. Gabriel, pourquoi tu m'emmènes ici? J'ai pris l'habitude de venir ici parce que je me sens accueilli dans ce lieu. J'y viens seul et je passe ici plusieurs heures. Mais je suis très bien accompagné par tout ce décor autour de nous. Et je m'y sens très bien. Je ressens une énergie particulière que je n'arrive pas à expliquer. C'est vraiment quelque chose de propre au site de la Quinta. Avec tout ce qu'il y a autour, ce patrimoine naturel mêlé aux édifices, la partie végétale est pleine de vie. Et c'est comme si ça m'enveloppait. Est-ce que la poésie, est-ce que l'état d'esprit sont toujours les mêmes aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont lisibles de la même manière? Sans aucun doute. La poésie continue d'être présente dans l'esprit d'aujourd'hui. Bien sûr, cela dépend de chacun. Chacun devient lecteur de cette réalité. Cette profonde empreinte dans l'imaginaire est féconde. En fait, le jardin est extraordinairement intemporel de ce point de vue. Aujourd'hui, nous avons un jardin en pleine maturité. L'extraordinaire richesse biologique et botanique contribue à faire de ce jardin un lieu toujours dynamique et vivant. C'est un jardin qui invite toujours au voyage.
au voyage intérieur, qui nous propose de découvrir quelque chose de plus dans notre propre nature, notre propre moi.